Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs. Aujourd'hui au programme, la Free Agency avec une première partie aujourd'hui qui va être concentrée sur l'attaque. Avec mes acolytes préférés, on s'est réparti les positions, on a divisé en 4 et chacun aujourd'hui va vous parler de sa partie et ouvrir le débat, et je vous promets qu'il va y avoir des débats certes constructifs, mais probablement aussi chauds et houleux. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul aujourd'hui, bien entendu. J'avais espoir qu'il nous fasse pousser une petite moustache puisqu'il va nous parler des quarterbacks et de Minshew. C'est Hugues. Salut mon Hugues, comment tu vas? Salut Emilien, bonjour à tous. Ça roule et toi? Très bien, très bien. Pas de moustache, je suis un peu… Non, ça pousse. Hein. J'ai rasé la semaine dernière, là, ça commence à repousser. Là. Faudra attendre un peu. Peut-être pour plus tard dans la saison. Oula, pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé, c'est l'excitation. Il va peut-être appeler son fils Nico, avec 2 K, tellement il est fan du receveur Nico Remigo, et c'est donc lui qui va nous parler des receveurs aujourd'hui. C'est Elvin. Salut Elvin. Salut, j'adore cette introduction. Je vais y penser pour le futur. J'appellerai mon petit premier Nico. Très très bonne idée. Original. Hein. Et enfin, celui que vous attendez tous, qui est bouillant depuis plusieurs semaines sur le sujet, celui qui ne cesse de répéter qu'il y a une faille à gauche, comme dirait le roi Arthur dans Kaamelott, c'est notre Johan, évidemment. Il est là. Salut mon Yo. Bonjour à tous, comment vous allez? Et ce jingle en hommage à Mecole Hardman, parce que voilà, il restera jamais dans les mémoires et à jamais dans l'histoire. Donc il est pas mort, hein, il est juste parti. Non, mais voilà, il a quitté Kansas City. Non, mais ça commence bien, j'ai bien trouvé mes mots encore. Allez, ça commence bien. Non, mais c'est vrai, mais c'était hyper solennel, quoi, en hommage. Mais j'aimais ce joueur en plus, même s'il n'a jamais fait de grandes étincelles. Mais voilà, Mecole Hardman restera à jamais dans l'histoire de Kansas City, qui nous a fait remporter qui a marqué le touchdown de la victoire contre les 49ers, et on ne l'oubliera jamais. Voilà. Exactement. Et du coup, je suis sûr que Elvin va probablement nous en parler quand il nous parlera des receveurs. Du coup, on est parti à un plan en 4 parties aujourd'hui exceptionnellement. Et c'est parti. Tu peux y aller, j'ai oublié le jingle. Du coup, on va essayer de faire ça presque comme dans l'ordre chronologique du terrain. Bref, on va commencer par Hugues, qui va nous parler donc de la position de quarterback et des équipes spéciales. Donc en gros, Hugues va nous dire un peu les mouvements, ce qui s'est déjà passé pour l'instant, qu'est-ce qu'il prévoit pour le futur, qu'est-ce qu'il pense un peu de tout ce qui s'est passé depuis la fin de la saison pour les postes de quarterback et de special team, donc long snapper, kicker et punter. Mon Hugues, c'est à toi. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer par notre QB, Patrick Mahomes, qui a vu son contrat restructuré avec notre ami Chris Jones, qui a permis de libérer presque 50 millions. Donc c'est un mouvement, certes, voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça va influencer le reste de la free agency et je pense le reste du début de saison.
Donc, c'était important de le souligner. Mahomes est passé à la banque, ou alors Brett Vick est passé à la banque, Patrick Mahomes et Chris Jones, tout dépend comment on le dit. Dans notre QB room la saison dernière, on avait Carson Wentz. Donc Carson Wentz qui avait un contrat à 3,3 millions de dollars en 2024. Il n'a pas signé chez nous. Il était plutôt en attente d'un poste de titulaire qui pouvait éventuellement se libérer. Enfin, il estime encore qu'il peut jouer titulaire. Donc il peut potentiellement aller aux Browns. Il y a des discussions qui sont en cours en ce moment. Tout dépend si les Browns vont réussir à faire venir Russell Wilson ou non. Donc Carson Wentz, c'est fini pour lui chez les Chiefs. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je ne l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Donc ça fait déjà 2 saisons de suite que les Chiefs se prennent un QB backup qui ne dure qu'un an. Donc que ce soit avec Blaine Gabbert ou Carson Wentz. Donc on peut se poser la question, est-ce que Gardner Minshew va faire ça une année chez nous ou s'il va rester un peu plus longtemps? Et puis on peut se poser la question si les Chiefs se soucient vraiment du poste de backup QB ou pas. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte? Et sachant que Minshew, je pense que ça peut être un backup qui peut prendre le relais de Mahomes. Moi, j'espère pas. Mais enfin voilà, si on par malheur ou si vraiment en cas de besoin, il a besoin de prendre les rênes de l'attaque, je pense qu'il est capable de dépanner sur un léger moment, j'espère. Enfin, je préfère pas du tout le voir sur le terrain, ce serait mauvais signe. Mais c'est plutôt comme ça j'avais vu la chose. C'est un vétéran plutôt expérimenté. Il peut largement maintenir l'attaque à flot. Et du coup, c'est un peu la méthode qu'on a des Chiefs. Tous les ans, changer un peu de backup, pas prendre un gros non plus contrat, histoire d'assurer. Et histoire que ça compte pas trop dans les comptes. Donc voilà notre QB backup pour cette saison. Gardner Minshew et son flow et son swag qui plaît à beaucoup. Et sinon, en QB numéro 3, on a re-signé Bailey Zappe qui a re-signé 1 an. Donc là, j'ai envie de dire que pour le poste de QB3, on a pris quelqu'un qui connaissait la maison. Il a fait le camp la saison dernière. Il a évolué avec la practice squad. Il connaît le système, même s'il est parti au bout de quelques matchs, au bout de quelques semaines la saison dernière. Puis ça peut être typiquement le joueur qui peut repartir en cas de blessure chez d'un QB au niveau de la ligue. Donc c'est vraiment la personne qui connaît un peu le système, qui connaît déjà la maison, qu'on a pris en QB3. On peut dire que Andy Reid aime le petit prince. Le petit prince Bailey Zappe. Merci. En tout cas, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de QB, notamment le QB numéro 3, enfin, pas de grande surprise, il n'y a pas de gros changements. Peut-être le Gardner Minshew, voilà, clairement, je ne l'avais absolument pas vu venir. Non, c'est clair. Yo, tu dois être content, il y a ton petit Bailey Zappi, ton chouchou qui revient. Ouais, non, mais ça me fait plaisir pour lui, c'est bien. Voilà, je pensais pas de toute façon je pensais pas que ça serait notre QB2, mais voilà, avec Gardner Minshew qui est présent avec nous maintenant, c'est un bon QB2. Bon, il peut pas faire une saison complète, on l'a bien vu, mais pour assurer et aller chercher peut-être une victoire en fin de match, il y a des blessures ou quoi que ce soit. Et voilà, Gardner Minshew, je pense que c'est le bon QB2 de la ligue. Elvin, ton avis sur ces 2 signatures? Ouais, alors Bailey Zappi, je pense que ce sera juste la compétition pour le camp, hein, ou alors pour une place dans le training camp. Je pense Oladokun est encore dans le coin, à mon avis. Donc, ça va être entre lui et Oladokun pour qui sera notre quarterback de practice squad. Mais c'est pour la compétition pour le camp. C'est toujours bien, justement, de faire revenir un mec qui connaît le système, comme vous disiez. Gardner Minshew, moi, je suis hyper hypé de le voir venir. Parce que, bon, tu l'as dit, il arrive avec son look et tout ça. Mais il arrive aussi avec un petit peu d'expérience. Il a un petit peu été le QB sans que ça soit insultant, mais un peu le QB bouche-trou de ces dernières années. On l'a vu un petit peu dans des équipes différentes. Et puis moi, ce qui m'a plu avec cette signature, en dehors de son style incroyable, c'est que c'est un petit peu un pistolero quand même, Gardner Minshew. Donc, est-ce que, quand on connaît le rôle d'un backup QB qui n'est pas juste de tenir le clipboard, mais qui est aussi un petit peu de susurrer
des mots doux à l'oreille du QB starter. Est-ce que ce ne sera pas lui qui peut pousser un peu notre coordinateur offensif ou voilà, Patrick Mahomes, Andy Reid, à lâcher un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime bien voilà, un peu les passes profondes. Alors, pas toujours avec réussite, hein, il se fait intercepter pas mal, mais moi, j'aime à penser qu'il pourrait avoir une petite influence, amener un petit peu de folie dans notre jeu qui était un peu terne et voilà, pas très ambitieux ces dernières saisons. Donc, moi, ça m'a plu, cette signature. Très bien. Hugues, est-ce que tu veux nous parler aussi des équipes spéciales du coup? Ouais, on va partir sur la special team, donc avec notre punter Matt Araiza, donc qui est arrivé la saison dernière pour une période d'1 an. Il avait affronté Ryan Renko pendant l'intersaison et finalement il avait été choisi par les Chiefs. Donc c'est une signature qui avait fait un peu débat parce qu'il n'avait pas joué pendant 2 ans suite à des histoires extra-sportives dans lesquelles il est sorti totalement blanchi, hein, si on peut dire. Il avait été drafté par les Bills et puis finalement il est arrivé chez nous donc pour un contrat à 795 000 $. Là on est plus sur une offre juste en dessous du $1 million pour la saison 2025. Et l'avantage d'un punter comme ça, si on s'en réfère à ses stats, il est dans la moyenne. Voilà, il est autour de la 15e place en termes de stats pour un punter. Et du coup, il a plutôt bien pour l'instant rempli le taf après le départ de Tommy Townsend. Et surtout, l'avantage qu'on a, c'est que ça permet de prendre des joueurs comme ça qui sont tout jeunes. C'est des joueurs que tu payais pas trop cher et du coup qui impactent pas ton salary cap. Donc quand on voit l'importance que ça peut avoir pour une équipe comme les Chiefs qui a quand même des stars et des gros joueurs par-ci par-là, enfin c'est quand même vraiment une dimension à prendre en compte. Donc voilà pour moi la re-signature de Matt Araiza au poste de punter. On avait Spencer Schrader qui a fait une petite pige chez nous qui du coup n'est pas conservé hein, parce que notre kicker est de retour normalement, à savoir Harrison Butker. Et aussi dans la special team on a la re-signature pour 1 an de James Winchester. Alors James Winchester c'est le long snapper, donc c'est pas le poste le plus sexy on va dire de la NFL. Mais pour info, c'est un des joueurs les plus anciens de la franchise avec Travis Kelce. Donc, Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Puis, c'est quand même un choix judicieux qui est pour un poste qui est souvent sous-estimé, notamment au niveau des équipes spéciales. Ça reste pour moi un des 3 rouages de la special team avec le punter et le kicker. Et même si c'est pas une star en soi dans l'effectif, pour moi, ça reste une personne importante au sein de l'effectif et du vestiaire. Donc, on va le re-signer à peu près pour le même montant, 1 million, 1,3 million. Donc, voilà, on maintient une continuité dans la special team, un homme de vestiaire. Donc, voilà, pour moi, c'est une signature, on ne peut plus logique. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Special Team? Ouais, après juste Matt Araiza, il va falloir quand même qu'il a un sacré coup de pied, mais je ne l'ai pas trouvé spécialement bon sur la fin de saison. Il manque de finesse. Super Bowl. Donc, il manque un peu de finesse, je suis d'accord. À voir. Mais bon, voilà, ça a travaillé, il est encore jeune. Voilà. Ouais, pour moi j'ai un peu ça fait un peu la même chose que la saison rookie de j'ai perdu son nom. Townsend, voilà. Tommy Townsend. Ouais, quand il était au Super Bowl contre les Bucks, et voilà, il avait quand même pas fait des dégagements très 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 folichons. Et du coup là, quand on met un peu les 2 saisons en parallèle, j'ai l'impression qu'ils sont un peu la même évolution. Voilà, une première saison un peu poussive, le temps qu'il prenne ses marques. Et j'espère qu'il aura la même réussite et continuité que Tommy Townsend les saisons suivantes. Très bien. Du coup, je vais prendre le relais avec les running backs. Donc, on le sait, hein, depuis qu'il y a Patrick, c'est pas la priorité. Notre jeu n'est clairement pas tourné vers la course, malgré mes appels toutes les semaines, chaque match, pour dire « please run the ball », pour donner un petit peu de variété. Et l'intersaison qu'on a eue prouve encore une fois qu'on investit vraiment le minimum sur les running backs. Donc, notre
Notre running back room à aujourd'hui donc, contient Pacheco qui est un 7e tour, Carson Steele qui est un agent non drafté. On a re-signé Karim Hunt qui a fait une très bonne pige avec l'an dernier pour un contrat à peu près à 1,5 million. Et on a un petit nouveau, Elijah Mitchell qui nous vient des Niners pour un contrat à peu près de 3,5 millions, je crois. 2,5 millions, pardon. Donc effectivement, là, je pense qu'on doit avoir la running back room peut-être la moins chère de toute la ligue. Plutôt content de revoir Karim Hunt. Je pense qu'il mérite. Il a fait plutôt une bonne seconde partie de saison avec nous quand Pacheco est sorti blessé dès la week 2. Mitchell, moi j'aimais beaucoup le joueur aux Niners, mais bon, comme la plupart des joueurs des Niners, c'est un mec qui est blessé tout le temps. Il n'a pas joué de la saison l'an dernier parce qu'il s'est pété en août, je crois, et du coup, il a pas joué de l'année. Donc, sur le papier, effectivement, on a 4 joueurs. Moi, je pense que ça ne doit pas nous empêcher de drafter quelqu'un. Je pense que cette année, j'ai toujours dit dans les podcasts des années précédentes, que bon, la draft, les running backs, aller en chercher un très loin, enfin, faut pas trop investir. Là, quand je vois notre running back room, elle me fait honnêtement un peu peur. Style très gentil, il a un alligator qui est son animal de compagnie, les cheveux longs, le flow incroyable, j'aime beaucoup. Mais bon, 156 yards l'an dernier, je crois, énormément de fumbles, 183 yards, pardon. Pacheco, qui n'est pas vraiment revenu là, en fin de saison dernière après sa blessure et qui est en dernière année de contrat. Karim Hunt, qui se rapproche quand même plus de la fin que du début et que l'an dernier, on a épuisé jusqu'à la couenne. J'ai cru que ses mollets allaient tomber, le pauvre, tellement on l'a usé. Et Elijah Mitchell qui sort d'une saison blanche. Donc cette running back room, c'est quand même un gros pari. Alors elle ne nous coûte pas grand-chose, hein, c'est sûr. Mais c'est vraiment un gros pari. D'ailleurs, petite question pour vous. J'ai trouvé ça le jour. Est-ce que vous savez quel est le dernier running back des Chiefs qui a fait milliards à la course en une saison? Karim Hunt. Il le sait. En 2017, avec Alex Smith, du coup, Mahomes n'a jamais eu un running back qui a fait 1000 yards à la course. Donc peut-être cette année, je ne vais pas trop parler draft parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, notamment dans cette émission. Mais je pense qu'investir sur un running back début du 3e jour ou en fin du vendredi, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je ne suis pas trop le college football, mais bon, je suis au moins les 2 équipes, enfin les 3 équipes locales et un petit joueur à KU qui a été plutôt très bon à la course ces dernières saisons, que je serais très content de voir arriver à Kansas City. L'an dernier, j'avais fait du lobby pour Cody Schrader de Mizzou. Au final, il est parti chez les Rams et il a quand même fini par jouer quelques snaps en divisional. Donc, bon, j'aurais bien aimé l'avoir aussi. Et sinon, côté départ, pardon, je vais te préciser que Pirine, malheureusement, est parti. Il est reparti aux Bengals. C'est assez marrant parce qu'il était aux Bengals. Il était parti aux Broncos. Il a atterri chez nous. C'est un mec que j'aimais bien. C'était vraiment le McKinnon 2.0. Et il est toujours très bon quand il joue contre nous, en plus, Pirine, surtout quand il était avec les Bengals. Donc voilà, un peu dommage de le voir partir. Je suppose que Mitchell, c'est un peu le même profil de mec petit, trapu, qui est pas trop mal en réception. Donc à voir, mais clairement, je pense que là, cette année, il faut y aller. Il faut aller chercher un mec à la draft un peu haut, qui soit un peu notre running back pour les 3-4 saisons à venir, plutôt que de bricoler un peu à droite à gauche. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elvin, si tu veux peut-être commencer sur le sujet. Ouais, moi j'étais un peu avec la même impression que toi et je crois que ça va être un peu l'idée d'avoir Elijah Mitchell comme étant notre running back pour les 3e downs, donc qui remplacerait Samaje Perine, qui a remplacé McKinnon. J'ai vu toutes les comparaisons avec McKinnon parce que même équipe, il vient des 49ers, parce que très injury prone comme McKinnon, il avait des bandages partout. Et en fait, j'étais un peu surpris, c'est que Elijah Mitchell, il n'a jamais été utilisé comme ça. Il n'a pas été utilisé à la passe, très peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire, hein, mais il a été très peu utilisé à la passe. Et en passe protection, il ne met pas les mêmes bouchons que McKinnon pouvait te mettre, où malgré son petit gabarit, il jouait presque comme un tight end, voire j'ose à dire, comme un offensive lineman, quoi. Mais je pense que c'est l'idée, effectivement. Moi, je suis un petit peu comme toi. Alors, Elijah Mitchell, moi, j'ai bien aimé la signature aussi. Parce que on se rappelle de ce qu'il a fait avec les Niners, et puis qu'avant sa blessure, c'est aussi un joueur qui a beaucoup de vitesse.
Donc, comme Pacheco, une fois qu'il est lancé, qui a pas mal de vitesse, je crois que son 40 yard dash, vous savez, quand il court sur 40 yards, il avait fait quelque chose comme 4,38, donc qui est vraiment pas mal, quoi. En dessous des 4,4, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça va être notre running back de changement de rythme. Est-ce qu'il va assurer en troisième down? De toute façon, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour l'instant dans l'effectif, donc je pense que c'est ça l'idée. Et ouais, moi je suis un petit peu comme toi, je suis un petit peu déçu de cette running back room. Enfin, je veux dire, comme tu as dit, on parle de quoi? On parle d'un 7e tour, d'un vet minimum et d'un ancien blessé pas loin du vet minimum. Et potentiellement d'un rookie à voir. Bon, donc la question c'est, est-ce qu'on va en drafter un? Je pense oui, dans une QV qui est très bonne. La question c'est à quelle hauteur est-ce qu'on est capable d'aller pour drafter un running back quand on a des trous béants dans le reste du roster, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des urgences. En fait, je pense que c'est juste une question de philosophie. Et comme tu as dit au début, je pense que Andy Reid ne s'intéresse que très peu au jeu de course. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui le passionne. Et d'ailleurs, on voit la Ligue depuis plusieurs années s'est adaptée pour essayer de bloquer le plus possible les passes. Et ils défendent de plus en plus en too high et avec des boîtes beaucoup plus légères. Donc, ils t'invitent à courir. Et les équipes s'équipent avec des running backs, c'est pour ça qu'aussi que les montants des contrats des gardes ont monté de plus en plus. Mais nous, non. Nous, on n'a personne chez nous qui fait peur. Tu vois. Je ne te parle pas d'avoir un Saquon Barkley, mais au moins un mec où tu te dis il est capable de créer quelque chose. Un mec du niveau de, je sais pas, de Jacobs, je sais pas, même Karen, enfin le mec des Karen Williams, le mec des Rams. Enfin, je sais pas, je trouve que ça manque de quelque chose qui fasse un peu peur, quoi. Donc peut-être à la draft, mais un peu déçu de cette RB Room aussi. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense pas. Enfin là, voilà, je pense pas qu'on va réinvestir à la free agency sur quelqu'un d'autre d'ici là. Enfin, ça n'a pas trop de sens non plus. Donc je pense que tout va se jouer à la draft. Hugues, t'en penses quoi, toi, ton avis sur les running backs? Non, mais moi je partage totalement l'avis d'Elvin, notamment sur le fait qu'on a Andy Reid au poste de coach. Voilà, enfin, je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Dans le sens, voilà, le jeu de course n'a jamais été vraiment son dada. Et puis non, je pense qu'on va aller chercher à la draft. Après, à quel moment de la draft, ça j'en sais rien du tout. Mais je pense que la logique voudrait qu'on aille chercher quelqu'un à la draft. Et puis le fait qu'on ait aussi, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais le fait d'ajouter Jalen Moore, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va aller sur l'extérieur. Et Mitchell, c'est plutôt un running back aussi qui fait surtout des mouvements plus sur l'extérieur avec sa pointe de vitesse. Donc peut-être qu'on va chercher quelques nouveautés là-dessus. Après, comme vous avez dit, on n'a pas la plus grosse room de running back de la ligue. Voilà. Pardon. Monyo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah moi, tout simplement, oui, de toute façon, il faut combler le besoin à la draft. Il faut prendre un running back à la draft. Là, ça me va très bien comme c'est là. Ça nous coûte pas cher. Et ce qu'il faut, c'est que c'est l'une des meilleures c'est l'une des meilleures classes de running back de ces peut-être 10 dernières années par rapport à la profondeur, je parle. Et du coup, il faut absolument prendre un running back. De toute façon, aujourd'hui, j'en discutais avec Valentin The Trick Play l'autre jour. Il m'a dit clairement il faudrait que toutes les équipes prennent un running back. Il y a tellement de bons running back qu'il y a un bon running back pour chaque équipe, quoi. Tout le monde devrait pouvoir trouver son bonheur. Et oui, de toute façon, alors je ne sais pas qui on prendra, je ne sais pas où et quand, mais je pense qu'on peut prendre un top running back même au 4e, 5e tour. Je pense qu'on aura largement de quoi trouver notre bonheur. Et puis après à savoir nos scouts, qu'est-ce qu'ils ont vu, quel joueur leur a plu et quelle est la demande d'Andy Reid et puis du coaching staff dessus. Donc après voilà, mais je pense qu'on fera vraiment le nécessaire à la draft et on sera peut-être surpris. Peut-être qu'on en draftera même 2, je ne sais pas, on verra. Mais déjà 1 de sûr, je pense. Oui, c'est vrai qu'on pourra en drafter un peu haut et à la fin ou en undrafted. À voir. Très bien. Du coup, Elvin, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous parler des receveurs, s'il te plaît?
Ouais, donc on a re-signé la plus grosse signature, ça a été la re-signature de Hollywood Brown, donc sur le même contrat qu'il avait déjà, en gros. Effectivement, on peut se dire, il n'a pas montré grand-chose puisqu'il a été blessé pratiquement toute la saison, il est revenu à la fin et il n'a pas été utilisé comme il était prévu qu'il soit utilisé, je pense, je reste persuadé. Donc il re-signe alors le même contrat, c'est-à-dire ce qui va être publié en premier par tous les grands journalistes, ce sera les 11 millions. Effectivement, c'est 11 millions, c'est 6,5 millions de garanties. Et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant. La différence entre les garanties et ce qui va toucher, c'est qu'il y aura beaucoup de bonus, ils appellent ça incentives, il est peu probable il est jugé qu'ils sont peu probables d'être réalisés parce que c'est basé c'est calculé sur ce qu'il a fait la saison précédente. Et comme il n'a presque pas joué, tu peux lui mettre comme bonus, allez, 1 million si tu fais 5 matchs. On va considérer que c'est peu probable puisque la saison dernière, il a fait moins de 5 matchs. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive à s'arranger avec le cap. Il a quand même fait un geste, on pourrait presque dire team friendly, parce que vu le marché des receveurs, quand on voit qu'un Cooper Kupp est à 15 millions, quand on voit qu'un Tutu Atwell à 10 millions, 100% garanti, et que nous, on a un Hollywood Brown qui était quand même pendant des années le receveur 1, là où il jouait, enfin en Cardinal, c'était le receveur 1. On n'a pas encore vu ce que ça allait donner. Moi, je suis vraiment très, très content de cette signature. Après, je vous l'ai dit, moi j'ai envie qu'il soit utilisé différemment par contre, parce que je trouve qu'il n'a pas été bien utilisé dans ce qu'on a vu en playoffs. Il était redondant avec Worthy en fait. Il le mettait en motion, il était un peu protégé comme Worthy, c'est-à-dire pour pas qu'il soit aligné à la ligne de scrimmage. Il est capable de faire autre chose. Hollywood Brown, il est capable de trouver la zone différemment que Worthy. Donc j'étais un peu déçu de ce que j'ai vu pendant les playoffs, mais je pense que c'est lié au fait que du coup, tout le système avait été réadapté. Et là, on va avoir une off-season entière. Et là, peut-être, on croise les doigts, on va pouvoir voir vraiment nos 3 stars, quoi. Rashee Rice, Xavier Worthy, Hollywood Brown, ensemble sur le terrain. Et là, bon courage pour défendre là-dessus, quoi. Et l'autre signature qui est plutôt bien, moi j'ai trouvé, c'est Juju Smith-Schuster qui revient sur un minimum vétéran. Je vous dis minimum vétéran parce que quand ça a été annoncé, ils n'ont pas annoncé le prix. Donc, quand ils n'annoncent pas le prix, c'est que c'est le minimum vétéran. Et c'est un peu normal. Hein. Il a déjà été payé par les Patriots. Il le touche encore, son salaire des Patriots. Donc nous, on prend au minimum vétéran. On sait l'utiliser. Ça va être le floor, quoi. Ça va être le niveau minimum. Il arrive, il dit à toute la wide receiver room, voilà, vous ne pouvez pas être moins bon que ça, quoi. Et je trouve que d'avoir un mec comme ça qui a un peu d'expérience, qui apporte aussi des qualités différentes, qui est capable de trouver des espaces en zone, qui est capable de jouer un petit peu dans les mêmes zones que Travis Kelce aussi. Et donc, du coup, ça va un petit peu alléger le petit vieux qui revient, là, qui va faire sa dernière année. Donc, je trouve que c'était une signature qui était annoncée, qui est logique. Et en plus de ça, ça m'est venu après, mais je me suis dit, mais aussi... Juju, là où il joue, là où il gagne ses qualités, ça te fait aussi, si tu choisis de l'utiliser un petit peu plus, ça te fait aussi une assurance pour Rashee Rice. On ne sait pas ce qui va se passer avec Rashee Rice. Donc, d'avoir un mec qui a un petit peu un corps un peu plus costaud, un peu plus grand, qui peut aller se frotter entre les linebackers pour trouver des espaces, un petit peu sur ce que Rashee Rice est capable de faire, qui est capable de te produire des yards after catch. C'est les qualités de Rashee Rice, ça va être le numéro 1. Mais Juju, si jamais il arrive quelque chose, si jamais il y a une suspension qui arrive, c'est ton assurance pour Rice. Et moi, j'ai trouvé ça bien vu, quoi, comme signature. Après, donc voilà, notre wide receiver room. Alors derrière, j'allais l'oublier, comment honte à moi, mais Nico Remigio qui du coup est notre, je pense, c'est notre retourneur officiel en fait, quoi. En fait. Qui est-ce qu'on a perdu ? Alors, on a perdu Mecole Hardman, mais en même temps, je vous rappelle que de toute façon, c'est un peu une tradition qu'il ne commence pas les saisons avec nous maintenant. On va en faire une tradition, puisque les autres équipes ne savent pas l'utiliser. Là, il a signé aux Packers. Je suis content que ça soit là-bas. Après, Mecole Hardman, je ne connais pas beaucoup de receveurs de deuxième tour à qui on a donné autant de chance, avec qui on a été aussi patient. Ça fait quand même, il a passé presque 6 ans dans notre système. Je l'aime bien, hein,
mais il n'a jamais été très bon, en fait, quoi. Alors, on va me montrer 1 ou 2 highlights où il a reçu une passe profonde. Ok, super, le mec, il a passé 6 ans dans le système, les gars. Maintenant, on a des joueurs qui font mieux ce pourquoi il était utilisé. C'était donc principalement un gadget player, pas dans le sens négatif du terme, il le faisait très bien avec sa pointe de vitesse. Il prenait des ballons du backfield et puis après, il allait avancer. Et puis, c'était nos retourneurs. Bah, on a des joueurs qui font mieux ça maintenant. Donc, merci pour tout ce que tu as fait, Mickaël. Parce que voilà, il nous a créé des très bons et heureux moments. Mais voilà, je pense qu'il était temps de passer à autre chose. Je suis content qu'il essayait de trouver un nouveau départ ailleurs. Justin Watson, l'autre départ, bah, effectivement, il était un peu comme les autres. Je veux dire, il était temps. C'est-à-dire je pense qu'il a atteint un peu son plafond avec nous. Faut savoir que quand on le signe des Buccaneers, c'est un special teamer. Il joue pratiquement pas de snap en attaque. Et il a été un très bon special teamer avec nous aussi. Et puis, il a grignoté petit à petit des snaps pour devenir un peu le mec qui te faisait 1-2 catchs par match, mais parfois dans des moments cruciaux. Et encore, je suis un petit peu généreux avec 1-2 par match, mais en tout cas, souvent dans des moments cruciaux. Donc, il n'a pas des grosses stats, mais j'ai adoré qu'on le signe pour 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas enchaîné sur des contrats d'1 an. On l'a vraiment gardé 2 ans après l'avoir essayé 1 an. Donc moi, je trouvais qu'il a rempli son rôle. Maintenant, voilà, on a une wide receiver room qui est jeune et qui, je l'espère, sera un peu plus rapide parce que ce qui frappe quand on regarde en particulier le Super Bowl, mais pas que, hein, c'était qu'elle était vraiment lente. C'était lent pour essayer de trouver des espaces, quoi. DeAndre Hopkins, alors moi on le perd, j'étais hyper content quand on l'a signé, hein, c'était voilà, je l'attendais, je le voulais depuis longtemps, mais il est cramé, hein. Il est cramé. Je suis triste de dire ça, mais on a vu qu'il était capable de faire des choses, notamment en red zone. Mais après, pour ce qui est de courir les tracés et tout ça, tu sens que c'est plus le joueur qu'il était où il courait son tracé et après, il avait des mains sûres, il te faisait un 50-50. Ses mains sûres, il les a toujours sur un 50-50, mais il n'arrive pas à l'endroit où il doit être, quoi. Je trouve qu'il a de plus en plus de mal, en fait, à bien courir les tracés. Donc, finalement, je ne suis pas si attristé que ça qu'il il est parti aux Ravens. Je ne suis pas si attristé que ça qu'on le re-signe pas. Ça aurait été signé un nom plutôt que vraiment des qualités, des capacités. Donc, j'espère ne pas me tromper. J'espère que ce n'était pas une question de on n'a pas su l'utiliser. Mais honnêtement, hein, quand tu revois les matchs, tu vois bien qu'il est un petit peu à la peine de temps en temps. Donc, ouais, moi, je trouve que... En fait, la wide receiver room, les starters, ce sera les mêmes que l'année dernière, finalement. Sauf qu'on commence, j'espère, avec Hollywood Brown cette fois. On ne peut pas s'interdire de drafter un mec au 2e, 3e tour non plus, qui sait. Mais bon, je suis assez content de ça. On peut cumuler peut-être juste avec ça très rapidement sur la tight end room. Bah, la tight end room qui est un petit peu vide derrière Kelsey quand même, hein. C'est-à-dire qu'heureusement que Kelsey revient parce que des tight end receveurs, alors Noah Gray, très bon tight end 2, mais quelqu'un va prendre le relais de Kelsey à un moment donné pour être vraiment cette arme à la réception. Je ne sais pas. On a ramené Robert Tonyan qui était déjà un petit peu avec nous aussi dans notre practice squad avant qu'il parte ailleurs, mais il était déjà chez nous. Donc lui, c'est plutôt quand même un tight end traditionnel, voire un tight end bloqueur. Donc vide après Kelsey. Moi, je ne serais pas contre, même si ce n'est pas une excellente année, mais je ne serais pas contre drafter non plus un tight end. En gros, vous l'avez compris, il nous faut 15 picks à la draft cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces signatures, cette wide receiver room, les départs des gars, les arrivées. Non, finalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Moi, j'ai juste un commentaire sur la tight end room. C'est tout le monde dit Kelsey, dernière année, etc. Officiellement, alors j'ai loupé, mais il n'a jamais dit nulle part que c'était sa dernière année. Il a dit qu'il revenait, mais ce n'était pas nécessairement sa dernière année. Moi, je reste persuadé qu'il a toujours en tête le record de yards de Gonzalez et que pour ça, il lui faut revenir au moins encore 1 ou 2 fois. Juste une parenthèse. On n'a pas drafté un tight end l'an dernier qui est censé être Wiley. la réception. Ouais. Si, Jared Wiley, ouais, mais on ne sait pas, c'est l'inconnu. Moi, je suis hyper excité. J'ai vraiment hâte de le voir ce jour-là parce que
il a vraiment un potentiel athlétique hyper intéressant. Très rapide pour la taille. Et comme il est costaud, tu le vois, il ressemble presque à un. Je sais pas, pas un lineman, ce serait poussé, mais il est vraiment très très costaud, quoi. Presque comme Spencer Brown, le tackle des Bills, qui était à la base un tight end qui s'est converti en tackle. Donc un peu comme ça, vraiment costaud. Et en même temps, il a un profil athlétique, il est hyper rapide. Mais bon, il s'est blessé fin de saison dès le début. Donc ouais, est-ce qu'on l'a drafté pour être tight end 1? Je sais pas, ça se trouve, tu as raison, hein. Qui sait? Écoute, on verra, mais voilà, je sais que lui, pas trop de chance de l'avoir vu l'an dernier. Après, niveau des receveurs, non, moi je te rejoins, je suis hyper content du retour de Juju. De toute façon, ce type-là, visiblement, ne performe que chez nous. On pensait qu'il était perdu pour la France après les Pats. Il est revenu. Il ne faut quand même pas oublier les matchs qu'il fait en play-off, notamment contre les Bills cette saison, enfin l'an dernier. Donc globalement content. Après, je ne serais pas contre un petit receveur, mais apparemment la classe n'est vraiment pas ouf cette saison. Du coup, mes deux experts draft là, si je parle encore une fois des seuls joueurs que je connais, hein. Si Luther Burden tombe en 31, qu'est-ce que c'est oui ou vous dites ah non, on a trop besoin de defensive line? Moi oui, Brett Veach non. Moi je dis moi oui, mais Brett Veach. Et tu vas voir que si Luther Burden tombe en 31, mais Chiefs Twitter va exploser et qu'on le prend pas. Parce qu'on va pas le prendre. S'il tombe en 31, je suis sûr qu'on le prend pas. Moi, je pense qu'on prend un D-lineman qui était prévu pour tomber au deuxième tour. Non, mais il sera jamais dispo en 31. Faut pas rêver. Je sais, mais il tombe en ce moment un peu. Donc, c'est pas. Moi, je le vois sortir à 28, 29, 30. Tu sais. Tous les ans, il y a des mecs. L'an dernier, Cooper DeJean, dans toutes les mocks, il était 15-20. Il est fini deuxième tour. Tous les ans, tu as quelques mecs qui descendent. Tu as vu le joueur que c'est? Jordan, avec la saison qu'il a fait, il n'a pas fait une saison ouf non plus la dernière saison. Je ne serais pas surpris de le voir tomber là. Yo, imagine, il est en 31, t'es Brett Veach, il est sur le board, il est disponible. Qu'est-ce que tu fais? Oui ou non? Je le prends tous les jours, bien sûr. Bien sûr, je le prends tous les jours. Je le prends tous les jours. Attention, on n'est pas à l'abri de ne pas prendre. S'il y a Loveland ou Tyler Warren qui chute, on n'est pas à l'abri de ne pas en prendre un aussi, un des deux tight ends phares de la draft. À savoir que c'est vraiment des joueurs exceptionnels. Et je pense que même Loveland est vraiment exceptionnel. Tyler Warren, il l'a montré aussi. Je me dis qu'un tight end peut peut-être chuter aussi. Et s'il tombe chez nous, je serais même pas surpris s'il est dispo en 28-29, qu'on monte pas d'une place pour pouvoir aller le chercher. Tu vois, je serais pas surpris. Mais ça, c'est hypothétique. Hein, c'est vraiment du football fiction. Mais j'ai du mal à voir Luther Burden quand même chuter en 31. Tu me dirais un corner, tu me dirais même un defensive tackle, tu vois, encore à la rigueur. Luther Burden, en sachant que la classe, elle n'est pas super deep. Voilà, il y aura une classe comme il y a 2 ans, comme il y a l'année dernière. Tu vois, tu vas chercher, tu vois, les Bucks qui vont chercher un Macmillan. Ouais, c'est Macmillan, je crois, tu vois, et qui performe maintenant. Tu vois, c'est tous des petits joueurs que tu peux aller chercher en 2, 3e tour. Tu vois, c'était des joueurs sympas. Là, je ne sais pas s'il y en a. Il y en aura, hein, c'est sûr. Il y aura des surprises. Mais ouais, c'est sûr que si Luther Burden, en plus, il a joué à Mizzou, il aurait pu transférer. Il n'a jamais voulu transférer. Il a voulu rester à Mizzou. Tu vois déjà la mentalité du bonhomme, déjà, premièrement. C'est déjà une grande force pour lui. Et je sais pas, je suis pas comme Elvin. Je suis pas sûr que Brett Veach dise non là, tu vois, parce que c'est quand même un sacré joueur. Donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Brett Veach dise non. Mais à voir. Tu auras raison. J'espère que tu auras raison. Parce qu'on a vu que la face visible de l'iceberg sur Luther Burden, parce qu'il a très mal été utilisé cette dernière année, qu'il n'a pas un très bon quarterback. Et on a vu que la face visible, mais il est capable de bien plus que ce qu'on dit. C'est pas un Deebo Samuel bis, juste une machine à yak. Il est capable de bien plus. Donc, par contre, il n'est pas exceptionnel sur le 3e niveau, mais sur le 1 et 2 premiers niveaux, c'est très très fort. Très très fort. Ça tombe bien, on a déjà Worthy pour le 3e. Donc, viens, Luther. Viens. On verra. On fera un épisode draft, on verra. Luc, ton avis sur la running wide receiver et tight end?
Bon, sur les tight ends, j'attends aussi le Wiley, voir ce qu'il va donner. On l'a drafté la saison dernière. Le pauvre, il a été blessé rapidement. Je pense pas qu'on prenne trop de risques à le garder en tight end 3. Surtout après sur certaines dispositions offensives, jouer à 3 tight ends, Andy Reid l'a déjà fait plusieurs fois aussi. Donc il y a moyen aussi de s'amuser un peu de ce côté-là. Et après sur les receveurs, je trouve qu'on garde une cohérence. On voit qu'il y a, tu gardes Hollywood Brown, qui avait fait c'est lui qui était prévu déjà la saison dernière. Donc, en fait, tu ne changes pas tout d'un coup non plus. Tu gardes une continuité là-dessus avec lui. Diop, on a essayé à un moment un peu particulier de la saison parce que il y avait la blessure de Rashee Rice. Il nous fallait quelqu'un pour épauler Worthy. On a essayé, ça a marché quelques fois, mais pas tant que ça non plus. Donc, voilà, pas non plus surpris. Et puis, le fait de conserver Juju aussi, ça montre que tu veux avoir des gars un peu plus expérimentés qui connaissent le système pour épauler les deux plus jeunes. Et quand tu regardes que tes 3 premiers receveurs, c'est Rashee Rice, Worthy et Hollywood Brown, je me dis qu'en termes de receveurs, on est plutôt bien lotis. Donc, pour moi, je suis très content. Et si tu peux rajouter le petit chouchou d'Elvin en plus au poste de receveur, au poste de retourneur notamment. Et puis maintenant, la question, qu'est-ce que va faire Sky Moore? Et j'allais l'oublier, je viens juste d'y penser. J'avais oublié qu'il était encore là, Sky Moore, maintenant qu'il est rejoint par un autre Moore de Western Michigan. Et oui. Par contre, moi, juste, je veux qu'on arrête de faire jouer nos titulaires pendant les matchs de pré-saison. Faut arrêter ces conneries-là. On perd Hollywood Brown pour un match contre les Jags là, qui sert à rien sur l'un des premiers snaps du match. Moi, je pense que nos titulaires, ils seront prêts. Faut pas les faire jouer. Et de toute façon, pour le peu qu'ils jouent et l'intensité qu'ils mettent, la plupart du temps, ils jouent un drive, 2 drives, et puis après, ils sortent. Je vois pas l'intérêt, en fait. Donc moi, ces matchs de pré-saison, je veux pas voir nos titulaires se blesser. Ça me fait chier. Tu veux juste voir plus de Gardner Minshew, tu peux le dire, hein. Assume, moi aussi. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis ça se trouve, en plus, je serai à Clemson pour le dernier match de pré-saison, donc c'est cool. Donc je pourrais le regarder en direct à la télé américaine, donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Vas-y, mon yo. Non, mais c'était juste pour dire ça. Je fais pas plus long. Voilà, excusez-moi. Parce que là, tu sais que c'est ton moment là qui arrive. Là, on est tous. Du coup, c'est le moment de passer à la O-line, le sujet qui agite nos conversations de groupe depuis à peu près 3 semaines, depuis que Tredvich a décidé de trader l'ami Joe Thuney. Donc, Yo, écoute, vas-y, on t'écoute. Alors, vous savez très bien quoi là. On a tradé Joe Thuney pour un triste 4e tour de 2026. Alors ça, c'est déjà honteux premièrement. Là, c'est déjà honteux. Je ne comprends pas cet échange. On va clairement mettre les pieds dans le plat. Là, j'ai les stats de Joe Thuney à ma droite. 0 sac encaissé. Il a subi que 6 QB hits sur toute la saison. Il est All-Pro. C'est ton meilleur guard. Et tout ça parce qu'on libère soi-disant 16 millions, mais on a restructuré Mahomes, on a restructuré Chris Jones juste après. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Thuney une seule saison. Je ne dis pas qu'il fallait le prolonger. Une seule saison. Et surtout pour le peu qu'on en a tiré. Un 4e tour de 2026. C'est ça, de 2026. Pour moi, c'est un scandale. Et je ne peux pas comprendre qu'on puisse on a notre côté gauche qui est déjà très faible. Tu raffaiblis encore plus notre côté gauche. Imaginons Jalen Moore, qu'on va parler après, ça ne marche pas. Tu as en plus un guard qui va être, avoir un guard qui va être sophomore, que tu sais pas ce que ça va donner. Et là, tu plonges carrément. Tu sais pas, tu vas dans l'inconnu complet. Donc, on plonge dans l'inconnu sur notre côté gauche. Et ça, moi, je peux pas. C'est pas compréhensible. On doit protéger Mahomes coûte que coûte. On l'a vu au Super Bowl. On l'a vu toute la saison.
et je ne peux pas comprendre qu'on puisse trade Joe Thuney, surtout pour un 4e tour de 2026, juste parce qu'on libère du cap. Je suis désolé, il y avait moyen de libérer du cap autrement. Et je n'accepterai jamais ce trade. Alors après, peut-être que j'ai pas raison, peut-être que voilà, il y a aucun souci. Mais moi, pour un 4e tour de 2026, il est autant l'avoir à la maison et autant être en difficulté peut-être avec le cap. Mais vu que tu restructures Mahomes et Kelsey derrière, je vois pas comment on pouvait pas garder Joe Thuney. Voilà, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Quoi qu'il arrive, on a affaibli notre côté gauche parce que de toute façon, on ne pouvait pas me dire, même si on a signé Jalen Moore et qu'on a Somataya qui promet peut-être en guard, et pour moi, voilà, on ne sait pas, on plonge dans l'inconnu et quoi qu'il arrive, tu ne remplaces pas un All-Pro du jour au lendemain. Il a beau avoir 32 ans, c'était ton meilleur guard de l'équipe. Et derrière, on va plonger direction après au niveau du tag de Trey Smith. Mais voilà, moi je n'accepte pas, je ne comprends pas ce move et j'en ai gros sur la patate, on va le dire, parce que c'est ton guard All-Pro, c'est ton meilleur guard de l'équipe et tu t'en débarrasses pour un 4e tour de 2026. Donc voilà, je ne comprends pas, Le mec, il a subi 0 sac cette année, c'est le meilleur guard de toute la ligue. Je ne comprends pas. Vous pouvez me dire le cap, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est factuel. Le mec est le meilleur guard de la ligue. Point barre. Il n'y a pas photo. Vas-y, je t'écoute, Elvin. Vas-y, Elvin. Ouais. Alors, bizarrement, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis d'accord avec Joe là-dessus. J'ai un peu bluffé pendant 2 semaines, mais je suis d'accord avec Joe. Je trouve que c'est un… J'ai attendu, en fait, de voir le plan entier avant de juger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tradé Joe Thuney, je reviendrai un petit peu vite fait sur le trade après, mais une fois qu'on a tradé Joe Thuney, moi je voulais voir le plan entier et je suis d'accord avec Joe sur si tu choisis de te séparer de ton garde All-Pro expérimenté, etc. Dans ces cas-là, tu te renforces en tackle. On ne sait pas ce qu'on a en tackle, mais en tout cas, on sait qu'on n'a pas un tackle expérimenté. Et du coup, on met un garde, on peut l'appeler un rookie guard parce que soit Mataya, il n'a jamais joué garde. Donc, tu as un left tackle où tu ne sais pas s'il va être fort vraiment pour avoir le niveau starter, juste avec 6 matchs à observer. Et tu as un garde qui n'a jamais joué garde à gauche. Donc, voilà, moi, je suis d'accord avec Yo là-dessus. Là où je ne suis pas d'accord, en fait, c'est que malgré tout, je reste convaincu que c'était, mais c'est mon avis, que c'était le bon move à faire parce que Joe Thuney, pour tous ses bons et loyaux services, tu le gardes pas pour 1 an. Il mérite à 32 ans de signer une extension où il va être payé grassement et c'est ce qu'il a fait. Et le garder pour 1 an, là il va avoir 33 à la nouvelle saison. Ça veut dire qu'il finit son année à presque 34. Et je peux vous dire que vous lui faites perdre peut-être 20 millions sur le prochain contrat qu'il peut signer à 34 ans. Et donc, c'est aussi une manière, mine de rien, de le laisser partir 1 an avant et de re-signer. Il a signé un contrat de 3 ans. C'est aussi une manière de le remercier pour qu'il puisse signer son dernier gros contrat. Alors, la compensation est ridicule déjà. Je te coupe là tout de suite. La compensation est ridicule. Et alors, pour parler de la compensation, moi, elle ne m'a pas semblé ridicule et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que qu'est-ce que pensent un peu les médias? Et en fait, tout le monde s'accorde à dire que c'est une compensation qui est plutôt honnête. Comparaison. Tu me dis c'est un garde All-Pro. Déjà, c'est un garde. Garde, c'est pas une position premium. C'est pas une position qui est dans les positions les plus importantes, celles qui sont le plus payées, même si les contrats sont en train de monter. Une différence avec une position premium où il est rare d'en trouver un outside cornerback. Disons un outside cornerback d'un niveau All-Pro, peut-être qui a été un des meilleurs 1, 2, 3 cornerbacks son année avant qu'il signe son contrat. L'Ejarius Sneed. Il a 27 ans quand on le laisse partir. Donc 6 ans de moins que Joe Thuney. Il n'a pas été All-Pro, mais il aurait dû. On était tous d'accord pour dire qu'il a été snobé. C'était le meilleur All-Pro. C'est des gens qui votent. Moi, je vois avec mes yeux et tout le monde, même les médias nationaux, étaient d'accord pour dire que c'était un des meilleurs cornerbacks. Il était dans le top 3 l'année où on s'en débarrasse. C'est une position premium et on l'a tradé pour un 3e tour
Ouais, mais il a quand même un antécédent médical que n'a pas Joe Tunney. C'est ça, il y a l'antécédent médical. Mais on l'a tradé pour un 3e tour de l'année suivante aussi, puisque c'est le 3e tour qu'on aura cette année. Donc, finalement, en fait, il y a pas la différence entre le 3e tour année suivante, 4e tour année suivante, bah, tu as les 6 ans d'écart. Et puis, tu as la différence de position premium. Donc, moi, j'ai trouvé que la compensation, et d'ailleurs, même si j'aurais aimé avoir un 2e tour, machin, bah, quand tu vois qu'un DK Metcalf, il part pour un 2e tour, bah, il est beaucoup plus jeune. C'est un des top wide receivers qui est vraiment la position premium après quarterback peut-être et left tackle. Bah, tu te dis oui, bah, c'est un guard, c'est pas un tackle. Donc oui, déjà qu'on arrive à obtenir quelque chose, sachant que, juste pour terminer là-dessus, sachant que bah, toute la ligue savait qu'on était un peu dans le caca niveau cap et qu'on voulait s'en débarrasser et qu'on n'en avait pas la volonté de le prolonger. Donc du coup, à partir du moment où ça se sait, que tu réussisses à obtenir quelque chose, un 4e tour 2026, je te l'accorde. J'ai trouvé que c'était déjà pas mal. Il fallait choisir entre les 2 gardes. On ne pouvait pas garder les 2 gardes. On ne pouvait pas garder à la fois Trey Smith et Joe Tunney. On a fait le choix de la jeunesse en se disant que Trey Smith n'avait pas encore atteint son niveau maximum. Donc on lui a donné son tag, il l'a signé. Et on avait en tête aussi qu'il fallait payer un left tackle dans un marché free agent terrible. Donc voilà, moi je suis un petit peu d'accord avec toi en disant qu'une fois que tout le plan pour le côté gauche s'est révélé, tu fais ouais, bon. Et en même temps, on en parlera quand on parlera du left tackle. Je suis pas sûr qu'il y avait mieux à faire, mais le trade pour Joe Tunney, ça me crève le cœur, mais je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Quelques commentaires sur tout ce que vous avez dit. Juste quand tu dis qu'on restructure et que ça libère 50 millions, il faut bien être conscient que restructurer, on ne fait pas des économies, on pousse juste l'argent d'une année sur l'autre. Bah, l'argent qui laisse-moi juste finir. Juste pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent, parce qu'il ne faut pas croire que d'un coup, on a économisé 50 millions comme ça. Non, mais bien sûr. Pour les gens qui connaissent un peu moins, l'an prochain, le cap hit de Mahomes, il est à 75 millions maintenant, parce que tu as bougé, je ne sais plus trop combien. Donc là, avec les 16 millions de Joe Tunney, c'est de l'argent que tu économises tout le temps. Après, Yo, tu dis que on n'est pas d'accord avec toi. Il y a aucun de nous n'a fait sauter le champagne quand on a vu que Tunney est parti. Hein. On est tous hyper tristes. Non, moi, j'ai pas dit ça non plus. J'ai juste qu'on est tous dégoûtés qu'il soit parti. On est tous d'accord pour dire que c'est un joueur absolument incroyable, que c'est peut-être un des top 5 joueurs qu'on a signé dans l'histoire de Kansas City, surtout quand on sait à l'époque où on l'a signé, tous les médias, les pros, les experts disaient « Ah, c'est beaucoup trop cher, quand on voit ce qu'il a fait, c'est incroyable ». Après, gouverner, c'est prévoir. Elvin, je parle bien sur ce qu'il a dit, mais a plutôt bien expliqué les raisons derrière. Je suis hyper triste, c'est un super joueur. Clairement, on s'est affaibli pour l'instant. Vous parlez de tout le plan, on n'est que le 20 mars. Hein. Pour moi, je verrai le plan au moment où la draft est passée, ou le jour où, en septembre, où les mecs vont commencer à se mettre sur le terrain. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un plan un peu plus travaillé que ça. Donc, on a vu cette année le plan, on l'a vu cette année. Hein. On est le 20 mars. Ouais, le plan, on va quand même au Super Bowl. Mais on est le 20 mars, c'est ça. Il y a quand même encore. Il va encore se passer 1 million. Et on sait même qu'après, on peut encore faire des trades jusqu'à novembre. Mais on sait que les années précédentes, on a tradé des mecs dernière minute qui nous ont aidés à aller loin. Donc voilà. Mon Yo, je vais te refiler la parole dans 2 minutes, juste sur le trade de Joe Tunney, parce que c'est quand même le gros sujet. Hugues, est-ce que tu as un truc à rajouter avant que Joe finisse sur la O-line? Ouais, après, comme tu dis, on a tous été tristes de cette nouvelle. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre la décision de Brett Veach comme sur du plus long terme. Est-ce que, du coup, je pense que c'est une décision qui est intimement liée à la négociation d'un contrat long terme avec Trey Smith. Donc, est-ce qu'on préfère avoir Trey Smith et un 4e tour de 2026 ou garder Joe Tunney 1 an de plus? Pour moi, je pense que la question, elle est vite répondue, comme disait Franck Ribéry. Pour moi, c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. C'est plutôt pouvoir négocier le contrat de Trey Smith, miser sur la jeunesse et avoir un tour de 2026. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça s'est... c'est plutôt comme ça que j'imagine que Brett Veach s'est décidé. Et c'est vraiment plutôt une idée sur du long terme.
bien sûr, s'il y a un accord qui est fait avec Trey Smith. Voilà, pour moi, c'est la condition. Mais c'est l'idée que je défendrais le plus, que c'est quand même mûrement réfléchi. Et puis aussi, tu peux pas donner autant d'argent que sur ta ligne offensive. Il y a déjà comment C'est quand même le principal si on veut que Mahomes soit protégé. Hein. Ouais, mais enfin, disons surtout pas sur l'intérieur en fait, quoi, parce que un garde correct, c'est beaucoup moins rare qu'un tackle correct, et surtout en free agency. Un garde correct, tu le vois avec les discours de draft, on dit ce tackle là il est bon, ouais je le vois bien, ouais bof il devrait être replacé en garde. C'est un peu genre non il peut pas aller là donc il va aller là quoi. Un garde correct on peut en trouver, d'ailleurs soit Mataya, ça pourrait très bien devenir un garde correct, voire très bon, voire qui sait, garde élite. Regarde Michael Becton. Ou faire une Kinnard. Ou faire une Kinnard, effectivement, qu'on a jamais vu jouer, mais regardez Micah Becton, par exemple, qui vient d'avoir son contrat, qui a été un tackle, qui était vraiment, on se disait, il va être très solide. Les Eagles ont gagné le Super Bowl avec lui en garde. Donc, un garde correct, on trouve. Un tackle, on avait besoin d'un, quoi. On a besoin de payer un left tackle. On ne pouvait pas, comme dit Hugues, dépenser autant d'argent juste sur l'intérieur de la ligne offensive, malheureusement. Vas-y, Moyo. Non, je laisse finir Hugues. Il a été coupé. Je laisse finir Hugues, vite fait. Il n'a pas fini. Et au fait, c'est un peu ce que les Patriots ont fait pendant longtemps. Voilà, se séparer de certains gros joueurs à des postes clés. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire leur dynastie aussi. Je veux dire, tu as Creed Humphrey qui a un gros contrat, potentiellement Trey Smith. Tu as Jawan Taylor qui bloque beaucoup d'argent. Voilà, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ouais, mais Trey Smith, tu tagues un joueur comme Trey Smith. Trey Smith n'est pas le meilleur guard de la ligue. Donc, je ne comprends pas. Tu tagues un joueur, tu ne sais pas, tu n'es pas meilleur que Joe Tunney aujourd'hui, premièrement déjà. Et deuxièmement, tu vas taguer ce joueur et tu vas lui donner déjà 23 millions garantis. C'est ça, si je ne me trompe pas. 23 millions, c'est ça. Hein, c'est ça. 23 millions garantis tout de suite là. Donc déjà, je ne comprends pas. Et imaginons, tu le tags et il ne reste pas chez toi. Parce que là, pour le moment, rien ne nous assure qu'il reste chez nous. Hein. Ou qui part. Il n'y a rien qui nous l'assure. Il n'y a rien qui nous assure. Et aujourd'hui, imaginons la même saison, là, il va jouer sous le tag. Mais l'année prochaine, tu perds Trey Smith. On fait quoi? C'est ça le truc, en fait. Moi, ce que je. On refera un épisode pour en parler. On voit sur l'avenir. Non, mais on voit sur l'avenir. Mais rien ne nous garantit que Trey Smith, déjà, soit All-Pro l'année prochaine, déjà, premièrement. Donc, d'avoir le niveau de Joe Tunney, ça ne nous le garantit pas. Et moi, le problème de ça, aujourd'hui, je vous le dis clairement, notre côté gauche, on y va à l'aveugle. Et l'aveugle, pour le moment, on n'a rien de sûr. Alors, peut-être qu'on trouvera des solutions à la draft et tout ça. Mais les bons offensive tackles à la draft, je ne vous garantis pas qu'on en aura. Et moi, je suis désolé. Le tag de Trey Smith, pour moi, je n'aurais jamais tagué Trey Smith. Je vous le dis clairement. C'est quitte à faire, je préférerais perdre Trey Smith et garder Joe Tunney encore un an. C'est mon avis perso. Et donc, l'an prochain, tu te retrouves avec ni l'un ni l'autre. Ouais. Parce que t'as pas. Là, c'est exactement la même chose. Tu n'es pas sûr de les avoir. Donc, il n'y a rien qui nous garantit que Trey Smith ne se barre pas. Du coup, mea culpa si Trey Smith signe un contrat de 4 ans avec nous. Et mea culpa pour nous si jamais. Tu vas en faire le guard le mieux payé de la ligue alors que ce n'est pas le meilleur. Mais dans 6 mois, tu sais bien que ce sera déjà plus le mieux payé de la ligue. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Joe Tunney, quand il avait 25 ans, c'était pas le meilleur garde de la ligue. On parle de cap, on parle de tout ça. Et là, on va décaper notre cap pour Trey Smith. Alors qu'on n'en a pas. Donc, expliquez-moi. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu vas en faire le mec le mieux payé, le guard le mieux payé de la ligue, et le mec nous garantit pas déjà d'être le meilleur. Mais ça, tu peux jamais être assuré, Yo. Quand tu signes un mec, tu sais jamais. Joe Tunney l'an prochain, il peut se faire les croiser sur le premier snap de la saison. Tu fais quoi? C'est ça. Non, mais bien évidemment. Mais moi, je te parle là de niveau à l'instant T. Qui est le meilleur guard à Kansas City aujourd'hui? Trey Smith, parce que Joe Tunney n'y est plus. Il est parti. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas non plus impensable qu'à 33 ans, tu puisses commencer à observer une régression. Et c'est pas impensable que Joe Tunney, dès l'année prochaine, c'est même pas impensable que les Chiefs aient déjà observé une régression chez Tunney. On n'a pas vu, mais ils ont des experts, c'est leur métier, ils sont payés beaucoup plus que nous pour ça. C'est pas impossible qu'ils aient déjà peut-être observé une régression sur une explosivité, sur certains mouvements. La technique est toujours là, mais du coup, ils se sont dit,
on a eu Joe Thuney à son pic. Et là, ça y est, la régression commence. C'est pas impossible que Joe Thuney leur ait dit non plus. Moi, les gars, là, je veux signer un dernier contrat et prendre ma retraite. Tu vois, Joe Thuney, c'est combien de matchs joués à Kansas City? Combien de matchs ratés à Kansas City, Joe Thuney? Il a été une fois blessé, je pense, il avait un plâtre, il me semble, à la main, là. Il avait joué d'ailleurs même avec le plâtre et après il avait continué. Il manque pas le Super Bowl l'an dernier. Il manque le Super Bowl l'année dernière, ouais. Et il manque le Super Bowl, ouais. Ah oui, avec le PEC, ouais. Sinon, en saison régulière, c'est 17 matchs, 15 matchs, 17 matchs, 17 matchs. Le mec a joué 100% des snaps cette année, ne prend zéro pression, zéro sac sur Mahomes. Non mais yo, on n'a jamais dit, on sait qu'il est exceptionnel, on n'a jamais montré. Non mais Trey Smith ne fait pas ça aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Oui mais Trey Smith ne fait pas ça aujourd'hui. Attends, yo, finis sur la O-line parce que l'émission elle va durer 5 heures sinon. De toute façon, on n'arrivera jamais. Écoute, je pense qu'on a été assez complet sur le sujet et moi il faut que j'entende. Okay. Bref, vas-y mon yo, finis sur la O-line. Non mais voilà, on va finir, mais voilà, moi je sais pas. Ouais, bref. On continue, donc on a signé Jalen Moore, Jalen Taylor. Jalen Moore en tant qu'offensive tackle, on le signe donc un contrat de 2 ans et 30 millions de dollars, dont un peu moins de garantie, je crois c'est 21 millions, je crois, de garantie. Si 21 millions, ouais. Ouais, 21 millions de garantie. Donc, c'était le backup de Trent Williams chez les 49ers. Il a joué, on en a parlé la semaine dernière, voilà, au niveau des snaps, ça paraît être cohérent, ça paraît... Voilà, il nous paraît être un bon joueur. De là à ce que ça soit... j'espère me tromper et j'espère que ça sera et j'espère que on en rigolera l'année prochaine et que ça sera l'un des meilleurs offensive tackle gauche de la NFL et qu'on a vraiment eu le nez fin pour pouvoir le signer chez nous. Et là, on dira encore bravo Brett Vick parce que de toute façon, tu peux t'incliner. Même si je suis pas d'accord aujourd'hui avec Brett Vick, tu peux que t'incliner sur tout ce qu'il fait. À chaque fois, c'est bien pensé. À chaque fois, c'est genre, on a le droit de pas être d'accord. Hein, ça fait partie de la famille. Hein, on n'est pas toujours d'accord en famille. C'est ce que je veux dire. mais ça n'enlève rien de ce que je pense de Brett Vick. Brett Vick reste un génie. Pour moi, c'est lui puis Howie Roseman qui sont les meilleurs dans leur niveau. Franchement, c'est des mecs incroyables qui sont à l'écoute aussi, je pense, de leur scout et qui sont tout ça. Et là, Jalen Moore, je pense qu'ils ont vu quelque chose. Donc voilà, c'est une bonne signature. Je pense qu'il a appris aussi avec Trent Williams en tant que leader devant lui. Tu peux que apprendre, tu peux que te former. C'est un peu Trent Williams, c'est un peu notre Chris Jones qui forme, bon pas du même côté, hein, mais notre Chris Jones qui forme Karl Aftis et qui lui parle en permanence. Je pense que Trent Williams a aidé Jalen Moore et on l'a vu sur certains matchs où Trent Williams a été blessé l'année dernière, il a plutôt été bon. Donc voilà, laissons le bénéfice du doute. On s'est affaibli, on va à l'aveugle. Mais on sera peut-être surpris dans le bon sens et soit Mataya sera peut-être All-Pro dès la saison prochaine et on croise les doigts pour que ça marche, voilà, tout simplement. Même si j'ai des gros sur la patate, voilà, je finis quand même avec le sourire sur notre O-line. On a notre côté droit qui est toujours là. Par contre, voilà, Jalen Taylor va falloir quand même qu'il se bouge un peu qu'il se bouge un petit peu du côté droit, par contre, mais on verra, on en parlera au moment voulu dans la saison. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur Jalen Moore. Signature intéressante, signature avec beaucoup d'interrogations, mais signature où on comble un besoin. Et je croise les doigts pour que Josh Simmons à la draft tombe jusqu'en 31 et qu'on le prenne, l'offensive tackle d'Ohio State qui a été blessé l'année dernière, mais qui reste un joueur techniquement très fort, mais on n'est rien assuré à la draft, un offensive tackle à la draft. On nous assure jamais, peut-être quelque chose. Justement, Yo et les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est pas un peu, moi j'y pensais juste dans la voiture cet après-midi, là, est-ce que c'est pas un peu le scénario idéal? Parce que la seule raison pour laquelle Josh Simmons, le left tackle de Ohio State, tomberait à 31 ou même à portée de trade-up, c'est parce que ces examens médicaux ne sont pas tout à fait satisfaisants et que les autres équipes le passent. Okay, sinon, il est pris avant. Du coup, est-ce que c'est pas un peu le scénario idéal qu'on se dise, nous, on va choisir Josh Simmons blessé
parce qu'on a une assurance qui est plus qu'une assurance et parce qu'on n'a pas besoin d'un Josh Simmons dès cette année-là, parce qu'on a Jalen Moore qui va pas être extraordinaire, qui va juste faire boucher le trou et que peut-être dans un an, tu as ton tackle gauche d'un niveau de Dariso et qui sera ton tackle gauche du futur. Moi, c'est mon rêve, si vous voulez. C'est que Josh Simmons tombe à cause de ses examens médicaux et on n'a pas besoin de le faire jouer cette année parce que Brett Veach joue aux échecs et pas aux dames. Comme disait Emilien, je ne sais plus, c'est ta citation là de gouverner, c'est planifier ou c'est quoi? Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, bah voilà. Est-ce que c'est pas un peu. En fait, il nous a tous eu et il a déjà pensé un coup à l'avance, il a déjà pensé à son tour de draft. Allez, on peut se permettre de rêver. Mais l'idée est bonne et on a souvent, quand même, quand Kansas City a donné la chance à des joueurs qui sont. On a donné la chance à Trey Smith. Alors que beaucoup de monde ne le voulait pas et que les examens disaient pas les caillots de sang ou je sais plus ce qu'il y avait exactement à l'époque et voilà, on a donné sa chance à Trey Smith et on a bien vu le joueur qu'il est devenu malgré tout, même si je le critique. J'adore Trey Smith, hein, je préfère le dire quand même aux gens qui nous écoutent, je ne déteste pas Trey Smith, hein, tout simplement, mais voilà, je conclue là-dessus et ça nous promet des belles choses quand même si Joe Thuney forever. Très bien. Bon, je crois qu'on a été assez complet. Du coup, le programme, c'est de faire le même type d'épisode, mais la semaine prochaine, et sur la défense, du coup, avec probablement des débats endiablés, peut-être un peu moins que Joe Thuney, sauf si on trade Chris Jones ce week-end, mais bon. Attention, je vais peut-être dire 2-3 trucs sur Nick Bolton. Moi. Donc on va s'arranger pour quelqu'un qui ne soit pas là ce jour-là. Pas de touche à mon gars sûr d'une souris. Ok les gars, merci beaucoup. Pardon, il n'y avait pas un message pour les... Si, justement, je remets les adhésions pour l'association sont toujours ouvertes, hein, n'hésitez pas. On remercie, parce qu'on ne l'a encore pas fait, on remercie Donovan, Gabriel et Kevin qui ont donc embarqué dans l'aventure depuis un petit moment, depuis le tout début. Et on remercie aussi Jérémy qui s'est abonné, qui a pris sa cotisation cette semaine. Jérémy qui nous écoute, qui nous a connus avec le podcast. Donc merci à toi, merci à tous. Pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à l'association Kiff France. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, sur le compte HBTCFR aussi, ou l'association Kiff France, Kiff FR exactement sur Twitter. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant, et surveillez vos boîtes aux lettres pour les abonnés, ça arrive bientôt. Parfait, voilà. Merci beaucoup les copains et à la prochaine. Salut. À la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.